encore un mot sur l'égalité impossible. J'ai dit que il y aura toujours de la propriété privée et surtout de l'impulsion à augmenter la propriété privée parce que les gens ont tendance à transformer une part de leur être en avoir qui s'accumule, qui fructifie, qui se développe et qui devient un grand avoir, un capital mobilisant des forces de travail, embauchant des travailleurs, on dit aujourd'hui créant des emplois, comme si c'était un acte de charité. C'est ce qui dit à quel point les choses sont un peu faussées, mais enfin, bon. Donc, et alors, Badiou, tenant de l'idée communiste, dit que c'est inouï qu'on ait une aristocratie financière de plus en plus réduite qui dirige toute la planète. D'abord, il s'indigne que c'est encore plus réduit que l'aristocratie de l'Ancien Régime. Sauf que l'aristocratie de l'Ancien Régime ne comportait pas toutes ces strates qui partaient d'elle jusqu'aux couches les plus populaires. C'était les droits du seigneur, droits de cuissage, tous les impôts, les taxes, etc. Point. De même, la hiérarchie ecclésiastique, elle était plus déployée, mais enfin, ça ne comportait pas une masse de travail qui lui était accolée. Le système capitaliste mondial, mais c'est de tels embranchements, de telles ramifications que effectivement, si vous prenez, je ne sais pas, une orange, vous pouvez remonter, retracer sa provenance et vous traversez une à une des couches de gestion capitaliste ne visant qu'au profit, avec toujours le prétexte, comme pour les médicaments, de répondre aux besoins qu'ont les gens de se nourrir, comme répondre aux besoins qu'ont les gens de se soigner. Et le couplage de ces deux, de ce besoin de profit et du besoin des autres, donne cette espèce de trame qui est partout présente. Ce n'est pas une poignée, même si c'est une poignée qui détient des quantités de capitaux énormes. La réalité des choses, c'est que les autres, à tout niveau, y prennent part, y prennent place, que on ne perçoit plus trop la lutte des classes, parce que du coup, cette classe hyper réduite et dirigeante, on ne la voit même pas, et elle n'est représentée d'ailleurs que par des chiffres, quelques silhouettes, mais on voit plutôt dans ces ramifications énormes la lutte des places. La lutte des places est forcément concurrentielle. Le fait que chacun cherche sa place, ça déchaîne une concurrence inouïe, et y compris dans le marché des idées. Voilà une idée. L'autre jour, j'ai écouté un colloque plus ou moins psy. Et ben, le nombre d'orateurs qui défilaient, disant chacun, et moi, j'ai pu mettre en lumière que un petit enfant, un nouveau-né, un nourrisson, un tout petit, ne peut pas se développer sans la présence, sans les soins de sa mère et de l'entourage. Chacun avait découvert cette idée. Et je pense que les premiers psys l'avaient découverte, mais surtout que nos arrière-grands-mères l'avaient pratiquée, nos mères aussi évidemment. Et donc, chacun veut, même dans le monde des idées, chacun veut s'approprier
une idée parce qu'elle lui plaît. Il y a un petit amour narcissique. Il se projette dans une idée qui lui plaît. Ben, il se projette dans un projet industriel qui lui plaît, un projet de création. Et puis, voilà, il essaie de le réaliser. C'est de l'amour de soi, mais le soi de chacun étant appelé à se gonfler autant qu'il peut, ça donne forcément une concurrence, une rivalité, tout comme deux femmes peuvent être rivales à travers un homme qui n'est qu'un homme de paille, un prétexte, ou des hommes peuvent être rivaux devant une femme ou devant une autorité. Donc, c'est pas si simple, ce n'est pas si fou qu'il y ait ces soi-disant aristocraties industrielles, financières, etc. Elles sont pas, c'est pas elles le plus important, c'est toute la texture hyper hiérarchisée, féroce, et ça, ce n'est pas dû au fait qu'il y a la propriété privée. Parce qu'en régime communiste, c'était les mêmes férocités, mais à qui citerait le plus exactement la formule du chef, qu'il soit Staline, Brejnev ou autre, à qui pointerait le risque de dérive qui plairait à tel sous-fifre de la hiérarchie. Autrement dit, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'humain, ce déchaînement de rivalité féroce. Évidemment, on reconnaît les sages au fait qu'ils font un petit peu plus souvent que d'autres de la réflexion, des retours sur eux-mêmes et reviennent à des idées plus apaisées et plus profondes de la valeur, à savoir non pas qu'il y a telle valeur, avoir le plus haut poste à tel endroit, mais que la valeur, c'est quand même la capacité de mettre en valeur son être, son potentiel d'être, son potentiel d'existence. Autrement dit, à travers toutes les valeurs, quelles qu'elles soient, il y a toujours un index, un indice qui vous questionne sur votre capacité de la mettre en valeur. La dignité est une valeur. Ben, si vous restez engoncé dans votre attitude digne, ça ne vaut rien. Si vous êtes capable d'activer, de faire travailler cet opérateur de dignité, cette impulsion à la dignité, et autrement qu'en vous indignant, quand votre dignité n'est pas contente, mais en produisant plus de dignité, eh bien, voilà, vous avez gagné et vous arrivez à souffler, à vous mettre un peu sur la touche, à côté de cette rat race, la course au rat, comme on dit dans certaines universités américaines, à propos des chercheurs. Il y a une course au rat, à qui trouvera la chose. On aurait bien aimé que cette course, ce rat race, ait été plus actif pour la recherche sur ce virus.